Le 24 janvier 2019, au terme d'un processus électoral jugé chaotique par de nombreux observateurs de la vie sociopolitique de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi prêtait serment devant son prédécesseur et le peuple, première alternance pacifique à la tête de l'État. Dans son discours d'investiture, il déclinait l'essentiel de ses priorités, entre autres la libération des prisonniers politiques, la lutte contre l'impunité et la corruption, le rétablissement de l'autorité de l'État. 2 ans après, quels ont été les chantiers sur lesquels le 5e président de la RDC a avancé? Y a-t-il des insuffisances, voire des échecs? L'effervescence politique qui prévaut actuellement dans le pays est-elle normale? Quid des rapports entre l'actuel président et son prédécesseur? RD Congo, 2 ans après son investiture, quel bilan d'étape pour Félix Tshisekedi? C'est le thème du plateau du jour. À tous et chacun, bonjour et bienvenue. À nos côtés, pour en parler, Patrick Armand-Poyon, bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous aujourd'hui, mon confrère Alphonse Moïsoudé, bonjour. Bonjour à vous, journalistes, et bonjour à tous les téléspectateurs de Sika TV. Voilà, vous êtes journaliste, vous êtes également analyste politique. Entre le tout nouveau président qui a fait un malaise, la faute sans doute à un gilet pare-balles dont il n'avait pas l'habitude et la chaleur quinoise et le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'aujourd'hui, y a-t-il une différence, Patrick Armand-Poyon? Énorme différence. Énorme différence. D'abord, il faut dire que la manière dont ils sont arrivés au pouvoir, c'est pas la même chose. Vous savez très bien que le fils Kabila est sorti brusquement de on ne sait où au décès de son père. Commandité par qui, encadré par qui, pour quel objectif, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors que quand vous prenez Tshisekedi, il a été préparé à l'homme de son père, qu'il a présenté à des gens, qu'il a formé et qu'il a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, un animal politique qu'il révèle tous les jours. La différence aussi entre les deux, c'est que nous avons été habitués à Kabila à tout pour moi, rien pour les autres. Et nous sommes maintenant avec un Tshisekedi qui dit ensemble, mettons-nous ensemble pour pouvoir construire ce pays. Je crois que c'est une différence d'approche terrible. C'est comme une autre façon de faire la politique. Souvent, on pense que même si les gens sont venus par la même chapelle, ils vont avoir la même façon de gouverner. Ce n'est pas vrai. Vous avez vu en Angola que le vice-président de Dos Santos, qui est du même parti que lui, est venu, mais Dos Santos n'a pas la paix depuis qu'il est là. Donc, on peut venir de la même chapelle et avoir une autre façon de gouverner. Parce que quand on parle du soft, c'est-à-dire du logiciel qui permet à chaque être humain de fonctionner, on minimise ça. Mais non, chacun a été moulé à une autre école et chacun a un parcours à démontrer. Je me rappelle, à l'investiture de Tshisekedi, les sympathisants et autres lui disaient « faut pas qu'il oublie ce que papa disait, le peuple d'abord ». Vous voyez, il a la pression de son histoire. Il a la pression de son histoire familiale et il ne peut pas aller dans le même sens que Kabila. Alors, 2 ans qu'il a donc pris les rênes de la RD Congo. Félix Tshisekedi avait, on va dire, beaucoup de rêves pour le Congo en arrivant. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est toujours dans le même état d'esprit? Oui, il maintient ses rêves. Malheureusement, il n'a pas eu la main libre pendant 2 ans parce qu'il a passé tout son temps à régler des crises. Et aujourd'hui, si vous vous souvenez de sa visite aux États-Unis en avril, il avait dit que son objectif, c'était de démanteler le réseau Kabila. Donc, parce que s'il ne démantèle pas le réseau Kabila, il ne peut pas avoir la main libre pour mettre en chantier ses rêves. Et ça a commencé. Donc, il faut qu'il nettoie la maison. C'est vrai qu'il s'est servi de cette coalition-là pour venir au pouvoir. Et le coach l'a dit, je peux me servir de votre coalition, conquérir le pouvoir et après me débarrasser de vous parce que vous constituez pour moi un handicap. On a vu déjà que la majorité qui était à l'Assemblée nationale ne favorisait pas les choses pour Tshisekedi parce que lui, il est venu au pouvoir pour mettre en chantier ses projets. Mais cette majorité qui était encore docile à Kabila ne lui facilitait pas la tâche parce qu'il faut dire que Kabila, bien qu'il n'étant plus au pouvoir, souhaiterait garder les rênes du pouvoir. Mais l'autre ayant constaté que 2 ans après, qu'il n'a fait que tourner en rond, il fallait qu'il nettoie l'écurie pour maintenant prendre en main la gestion du pays. Et je crois que petitement, il est en train de le faire.
le dernier handicap pour lui, c'est de sauter le Premier ministre et de refaire un gouvernement. Donc on attend qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les choses aillent vite et désormais, il aura la possibilité non seulement de nommer son Premier ministre, son homme de main, qui va choisir des ministres acquis à la cause de Tshisekedi. Alors, dans son discours, il avait annoncé la libération de tous les prisonniers politiques sur le terrain des libertés. Quel bilan peut-on faire, selon vous, en 2 ans de gouvernance, Patrick Amopoyon? Quand on tient compte du fait qu'il n'avait pas la main libre, on peut dire qu'il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup. N'oubliez pas, Moïse Katumbi est rentré. C'est l'ennemi juré de Kabila. Moïse Katumbi est rentré. Moïse Katumbi a eu son passeport. Moïse Katumbi est rétabli. Donc, un certain nombre de choses qui montrent qu'il a fait beaucoup sur ce chemin-là. Babé, Bemba, tout ça. Dans tout cas, bref, il a fait beaucoup. Je crois que au-delà de l'avenir politique que chacun doit défendre et qui va faire peut-être que chacun va faire des calculs politiques, je crois que Tshisekedi a montré qu'au-delà de ses intérêts, parce qu'il n'y a pas de politicien sans intérêt, il a aussi à cœur l'intérêt collectif, l'intérêt de la nation, et je crois qu'il a fait beaucoup sur ce terrain-là. Alors, Moïse Soudé, est-ce que selon vous, par rapport aux libertés, il y a eu des avancées? Non, vous savez, il y a... moi, je me réjouis d'abord du fait qu'il ait fait venir dans son camp Katumbi et Bemba. Selon vous, c'est important? C'est important. Vous savez, ces deux-là, je l'appelle souvent des requins de la politique congolaise. Et quand vous voulez gouverner, il faut avoir de votre côté ceux qui étaient, par exemple, dans l'opposition contre Kabila, parce que Kabila a, pendant 17 ans, 18 ans, a installé sa machine et a privé plusieurs personnes de liberté. Donc aujourd'hui, s'il veut renouer la confiance avec les Congolais, c'est d'abord de rétablir les libertés. Vous savez que Katumbi et Bemba ne sont pas n'importe qui là-bas. Il a eu la chance de les ramener avec lui. Donc il pourra composer désormais avec ceux-là qui ont aussi des relations. Mais aujourd'hui, avec cette majorité qui était à l'Assemblée nationale, il faut dire qu'il n'y a pas avancé. Quand vous écoutez les Congolais, c'est que les engagements pris au départ et Tshisekedi n'ont pas connu un aboutissement parce que Kabila ne voulait pas qu'il y ait avancement. Parce que dès qu'on va avancer, on risque de mettre la main sur le pro-Kabila. Et c'est ce qui a justifié l'arrivée massive des pro-Kabila dans le camp de Tshisekedi. Mais il va falloir qu'à ce niveau-là, qu'on fasse aussi attention. Ça risque d'être encore un piège. Parce que la facilité avec laquelle ils ont rompu les amas avec leur ancien mentor, ils peuvent profiter de la même facilité aussi pour trahir. Donc aujourd'hui, Tshisekedi a besoin d'un terrain fertile pour mettre en chantier tout ce qu'il a proposé, parce que les Congolais l'attendent sur le terrain des bilans. C'est important. Si en 2 ans, vous avez tourné en rond, on peut vous comprendre, mais vous ne pouvez pas continuer éternellement à avancer les mêmes raisons. C'est pourquoi il a pris l'engagement de nettoyer l'écurie. Vous allez voir, dès qu'il va nettoyer l'écurie, il va voir clair, il pourra mettre en chantier toutes les promesses électorales. Alors, les dernières libérations n'ont pas manqué de faire couler encre et salive à Kinshasa et partout dans le pays. Il s'agit de 23 personnes condamnées à la prison à perpétuité pour l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Quelle est votre lecture de cette affaire et déjà du fait qu'on remette en liberté ces personnes-là qui sont donc condamnées, qui étaient condamnées à mourir en prison? Vous savez, comme je vous l'ai dit, le papa Tshisekedi a présenté son fils à un certain nombre de chefs d'État de la sous-région qui ont leur mot à dire au Congo démocratique. Et donc, vous comprenez que si ces chefs d'État, pendant longtemps, ont demandé la libération d'un certain nombre de personnes et n'ont pas obtenu, il est évident que Tshisekedi puisse libérer ces personnes-là. Et comme l'a dit M. Soudé tout à l'heure, lorsque vous voulez combattre quelqu'un, il va falloir allier à vous ceux qui l'ont déjà combattu. Parce que si vous venez comme un néophyte pour combattre quelqu'un et quelqu'un de la trempe de Kabila et que vous ne vous associez pas à ceux qui ont l'habitude de ce combat, ceux qui ont l'habitude de le combattre, ça va être difficile. Donc c'est pourquoi il était important que le président Tshisekedi puisse s'entourer de ceux-là qui ont eu bail à partir avec Kabila, certainement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'on veut détruire aujourd'hui. Voilà un peu comment je lis ça. Je pense que ce qui se passe au Congo, il ne faut pas exclure le fait que la sous-région en avait assez de Kabila et est en train de contribuer aussi à ce qu'on puisse ébranler cette dynastie Kabila afin que le Congo soit plus gérable
soit à même d'amorcer un réel développement en synergie avec les pays de la sous-région, les pays de l'Afrique et les pays du monde. Alors, Edi Kapende et ses co-accusés ont retrouvé leur famille depuis quelques semaines. À quoi répond cette libération-là? Non, vous savez, aucun pays aujourd'hui, surtout dans cette zone-là, ne peut évoluer en autarcie. Et pour pacifier son pays, c'est ce qu'il dit, a besoin de se faire ami à tous les autres pays qui l'entourent. Et aujourd'hui, il y a des présidents de l'extérieur qui sont intervenus parce que toutes les arrestations sous Kabila n'étaient pas justifiées. Il y avait des arrestations arbitraires. Et quand vous promettez à un peuple Mais là, on parle de l'assassinat d'un chef d'État. D'accord, oui. Est-ce que la preuve a été établie que cela était vraiment... Vous savez, quand il y a un coup d'État, quand il y a assassinat d'un chef d'État, on en profite pour régler les comptes avec ses adversaires. Quand bien même on n'a pas les preuves, tous ceux qui sont soupçonnés, on les met en prison. Aujourd'hui, le président Tshisekedi a pris la mesure des choses parce que certainement, en libérant les gens comme ça, on va comprendre mieux ce qui s'est passé. Parce que les personnes, les 25 qui ont été libérés, ne sont pas forcément coupables. On n'a aucune preuve qu'ils sont coupables. Donc aujourd'hui, vous allez voir que cette libération a apaisé beaucoup de personnes. Parce que les gens avaient estimé que c'était des arrestations qui n'étaient pas justifiées. On n'avait aucune preuve. Je crois que quand ça commence comme ça dans les familles, vous savez, il y a des rébellions un peu partout. Ça peut apaiser beaucoup de choses. Je crois que c'était déjà un grand pas pour la RDC Congo, surtout avec les familles et les voisins. Parce que moi, vu l'espérance de ce pays-là, il faut faire attention avec les voisins. Les voisins, forcément, savent ce qui s'est passé dans l'assassinat du président en exercice. Donc, ils ont leur mot à dire. Ils ont certainement influencé la décision de Tshisekedi qui veut être en paix avec ses voisins. Parce que s'il n'a pas la paix avec ses voisins, il ne peut jamais diriger ce pays-là. Alors, Patrick Amopoyon, pourquoi libérer Edi Kapende et ses co-accusés en ce moment? Est-ce que le timing n'est pas suspect, puisque la confiance et donc l'accord conclu avec Kabila est rompu? Aujourd'hui, on libère ceux qui sont accusés ou qui étaient accusés d'avoir assassiné Kabila père. Pourquoi maintenant et dans quel objectif? Ils sortent d'une coalition, oui. Ils sortent d'une coalition qui ne lui a pas permis de libérer ces gens. Et il vient aller dans une coalition et il ne sait pas si cette coalition va lui permettre de libérer ces gens. Autant le faire maintenant. Nous sommes dans une période où il est libre de faire ça. Mais dans la nouvelle coalition, des gens peuvent encore s'opposer à ça. Ça, c'est un. La deuxième chose, lorsque vous dites qu'on parle de l'assassinat d'un chef d'État, mais l'habitude, quand on fait un coup d'État et on réussit, c'est les auteurs du coup d'État qui bénéficient du coup d'État. Comment se fait-il que c'est les auteurs qui sont en prison et d'autres ont bénéficié de ce coup d'État? Comment se fait-il qu'ils ont réussi un coup qu'on dit qu'ils ont fait et ils ne sont pas dans le régime qui est venu après? Donc, quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette affaire. Est-ce que c'est normal que des gens fassent un coup, réussissent leur coup, et que c'est un autre qui devient président, qui les met en prison, qui contrôle le pays et sécurise le pays? À vous de voir et de vous demander, est-ce que c'est vraiment les coupables qui étaient en prison? Doit-on réouvrir le procès? Il y a des personnes libérées qui ont souhaité que le procès reprenne afin que toute la vérité soit dite. Est-ce que selon vous, Patrick Amopoyon, on doit rouvrir ce procès-là? La vérité est connue. La vérité est connue par tous les chefs d'État de la sous-région. La vérité est connue par Tshisekedi à la date d'aujourd'hui. La vérité est connue des services de l'État. Mais cette vérité, elle n'est pas souvent bonne à dire. Regardons devant et ne regardons pas dans le rétroviseur pour construire cette nation-là. On sait comment Kabila aussi est venu au pouvoir. Alors, si vous voulez demander des comptes à ceux qui ont tué Kabila, demandez des comptes à Kabila de comment il est venu au pouvoir. En même temps, des personnes sont inquiétées pendant que d'autres recouvrent liberté. C'est le cas de l'un des proches ou qui était du moins très proche du chef de l'État. Je veux parler de Vital Kamerhe. Un commentaire sur la situation qui est la sienne? Vous savez, le coach l'a rappelé, on a libéré des gens, forcément ils ne sont pas impliqués, parce qu'on tue Kabila père et c'est Kabila fils qui prend le pouvoir. Ça ne paraît pas bizarre?
On fait un coup d'État, on réussit. Et c'est le fils de celui qui a été assassiné qui prend le pouvoir. C'est comme ça. Ça veut dire quoi? On a profité de ce coup d'État pour mettre des gens innocents en prison. Et celui qui s'inquiète, tous ceux qui sont très proches de Kabila aujourd'hui doivent s'inquiéter. Parce que ça n'a pas toujours été facile. Quand vous êtes au pouvoir, vous avez posé des actes qui peuvent se retourner contre vous. Tous les requins qui ont travaillé avec Kabila doivent s'inquiéter aujourd'hui. Parce que Tshisekedi est engagé à démanteler tout ce qui est Kabila. Et donc, comme ça, tous ceux qui ont trempé dans quelques dossiers, que ce soit dossier de prévarication, que ce soit ceux qui ont empêché les gens comme Jean-Pierre Bemba, les gens comme Katoubi d'être candidats, chacun va payer. Parce qu'à un moment donné, si vous avez été le bras droit d'un président qui a été déchu, ne demandez pas à son prédécesseur de vous faire la part belle. Si on fait les enquêtes, si on a des informations comme quoi vous avez trempé dans beaucoup de dossiers, c'est normal qu'on vous prenne, non? Si quelqu'un s'inquiète, c'est qu'il pense au rôle qu'il a joué dans le passé. C'est pourquoi je dis, quand nous sommes au pouvoir, il faut toujours penser à l'après-pouvoir, parce que vous n'allez pas mourir au pouvoir. Ce qui est sûr, si vous êtes au pouvoir, que vous arrivez à brimer des gens, si vous arrivez à développer vos intérêts au détriment de ceux des autres, le jour où le pouvoir va changer de camp, c'est qu'on va vous mettre la main dessus et vous allez payer tout ce que vous avez fait. Patrick Abompoyo n'attend pas dénier à Vital Kamerhe l'essentiel de ses droits. Beaucoup estiment qu'il a été, on va dire, exécuté médiatiquement. Il est détenu, des conditions de santé difficiles. On lui refuse d'avoir accès aux soins, mais son parti continue de soutenir et est même rentré dans la nouvelle coalition voulue par le président. Quelle est votre lecture de la situation de Vital Kamerhe? C'est encore le kabylisme. C'est le kabylisme qui a détourné Vital Kamerhe. Il pensait que Vital Kamerhe était le cerveau pensant de Tshisekedi et qu'en détrônant Vital Kamerhe, ils arrivaient à avoir facilement Tshisekedi. Mais ils se rendent compte que le jeune homme permettait du peu, c'est un président. Mais c'est pour parler de sa jeunesse. Ils se rendent compte que le président Tshisekedi est toujours droit dans ses bottes parce que très conseillé, très encadré et tout ça. Maintenant, Vital Kamerhe va sortir, mais pas maintenant, pas dans ce timing, parce qu'il faut trouver les voies et moyens pour que Vital Kamerhe puisse présenter des excuses à la nation, parce que tout n'est pas blanc dans cette affaire. Donc, il va falloir que Vital Kamerhe, on trouve les voies et moyens pour qu'il présente des excuses à la nation avant que le président ne puisse envisager la sortie de Vital Kamerhe. Parce que tout n'est pas blanc dans cette affaire. Donc, à partir de cet instant, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de preuve. On n'a trouvé aucune preuve. On a bavardé, on n'a présenté aucune preuve. Mais les bruits qui sont sortis montrent quand même qu'il y a quand même quelque chose, même si il n'y a pas une responsabilité pénale, tout au moins, il y a une responsabilité morale. Je crois que ça va venir avec le temps. Et n'oubliez pas que ceux qui sont en train de se coaliser pour aider le président Tshisekedi ne sont pas des personnes qui aiment beaucoup Vital Kamerhe. Ne demandez pas à Moïse Katoubi de contribuer à la libération de Vital Kamerhe. Ne demandez pas à Bemba ou au kabylisme qui sont en train de se reconvertir, de contribuer à ça. Mais le président, je sais qu'il sait qu'il doit quelque chose à Vital Kamerhe et il saura l'aider sans donner l'impression au peuple que les intérêts partisans surpassent l'intérêt de la nation. Alors, lutte contre la corruption et l'impunité, autre promesse du président à son investiture, les choses ont-elles avancé selon vous? Non, vous savez, moi je demanderais une certaine indulgence vis-à-vis du président. C'est vrai que c'est maintenant, moi j'attends qu'il finisse le nettoyage et maintenant qu'on va le prendre au mot. Parce que, vous savez, Kamerhe, il est là, Tshisekedi va le garder, avoir les... C'est vrai qu'il sera libéré, mais on va lui soutirer le maximum d'informations avant de le libérer. Donc il y a que, tant qu'on ne va pas se débarrasser de cette majorité-là, tant qu'on ne va pas rebattre les cartes, on ne peut pas poursuivre des gens. On peut pas, vous savez, tous ceux qui reviennent au niveau de l'Union sacrée, certains disent que c'est FCCK bis, les gens viennent chercher une certaine sécurité, une certaine protection. Nous sommes avec toi. Donc il sera difficile pour Tshisekedi de lutter contre cela. Si entre-temps, on a dilapidé le denier public et qu'on se retrouve dans l'Union sacrée, c'est qu'on est venu se protéger. Donc là aussi, il va falloir que le président soit très vigilant. Parce que la façon dont les gens viennent, vous voyez, 331 députés,
1 député qui ont signé la motion de défiance. Ça veut dire quoi? Qu'on veut montrer au président qu'on est avec lui, mais tout en montrant au président qu'on est avec lui, c'est qu'on se protège, on se met à l'abri. Parce qu'on pourrait être rattrapé par tout ce qu'on a. Parce que sous 17 ans de kabylisme, c'est qu'ils ont eu le temps de poser leurs tentacules. Et Tshisekedi aura du mal à détrôner. Mais il faut un peu de patience. Et quand il va finir de régler ça, il va rentrer dans sa coalition. Tous ceux qui ont été objets de prévarication, de détournement, de corruption, chacun doit comparaître devant l'histoire pour justifier sa fortune. Vous savez, beaucoup dans ce pays-là sont devenus riches par la force des choses. Donc aujourd'hui, quand il va finir de nettoyer et qu'il va installer son gouvernement à lui, il va installer à la tête de l'Assemblée nationale son bureau à lui, il pourra passer à la vitesse supérieure. Patrick Amopoyon, le président a aussi promis de pacifier le territoire national, il a promis d'éradiquer les groupes armés. Est-ce que sur ces chantiers-là, vous avez l'impression que sa politique est, on va dire, perceptible? Au fait, sur tous les chantiers, il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées notoires sur tous les chantiers. Maintenant, il n'a pas les coups de franche. C'est vrai qu'il ne faut pas tout mettre aussi sur les perturbations du camp Kabila, mais comprenez, hein, il vient d'arriver au pouvoir dans un pays aussi vaste, aussi avec des intérêts aussi divergents. Tout le monde a sa louche dans le Congo démocratique. Chacun veut défendre ses intérêts. Chacun va lui mettre des bâtons dans les roues si ce qu'il veut faire les empêche. Donc, bref, il faut que les Congolais, au lieu d'être dans l'attentisme pour voir est-ce que le président va faire, que tous se mettent ensemble, qu'on retrouve tous les manches et que chacun travaille. Je crois que c'est ça. Ouais, il n'a pratiquement pas de gouverneur. Tous les gouverneurs étaient des kabylistes. Ouais, non, c'est une situation difficile. Je crois qu'il y a eu première élection. C'est comme si nous sommes au deuxième tour ou au deuxième vrai tour des élections présidentielles au Congo. Là, maintenant, on va prendre un nouveau départ. Pas qu'il va avoir tout le monde avec lui, mais il va avoir plus de personnes disposées à donner un peu au peuple. Parce que le kabylisme, c'est rien pour le peuple, tout pour eux. Hein. Mais là, nous sommes en train d'aller vers un Tshisekedi qui dit « le peuple est moi ». Bemba qui dit le peuple est moi, Katumbi qui dit le peuple est moi. Donc à partir du le peuple est moi, au moins le peuple aussi sera pris en compte. Alors que nous avons vécu 18 ans où c'est Kabila et rien pour le peuple. Je crois que quelque chose est en train de changer, non pas à cause de l'homme, mais dans la culture politique de toute la République démocratique du Congo. Et je crois qu'il faut surveiller ça de très près. Ce n'est pas aux États-Unis seulement qu'un vent nouveau est en train de souffler. Même au Congo démocratique, un vent nouveau est en train de souffler. Et nous pouvons dire qu'il y a des lendemains meilleurs pour ce pays. Alors, par rapport à la gestion des groupes armés, on a vu que la politique du président Tshisekedi, c'est d'envoyer des anciens seigneurs de guerre qui ont donc déjà fait la guerre dans ces régions-là, parler avec les populations, essayer de ramener la paix, échanger avec les groupes armés. Certains ont accepté de déposer les armes, d'autres continuent de perpétrer des attaques. Quelle est votre lecture de cette stratégie-là? Est-ce que c'est une stratégie qui à terme peut amener des fruits? Oui, vous savez, il a fait le bon choix, c'est la bonne stratégie, c'est-à-dire qu'il envoie vers les seigneurs de la guerre, ceux qui ont déjà fait la guerre, ceux qui connaissent les réalités de la guerre. Donc, pour réussir ce combat, il faut un dialogue permanent. Ce n'est pas question de répondre à la violence par la violence, mais il faut discuter avec les gens. Il faut montrer à ces rebelles-là l'importance pour eux de déposer les armes. Parce qu'aujourd'hui, si vous souhaitez que des investisseurs étrangers viennent investir au Congo, il faut que le Congo soit un pays de paix. Il faut qu'il y ait la sécurité. Parce qu'aucun investisseur, fut-il philanthrope, n'accepterait pas venir investir sa fortune dans un pays où il y a la guerre en permanence. Donc, le président Tshisekedi a compris qu'il faut les hommes de l'armée pour discuter avec les gens qui ont fait la guerre. Donc, avec le temps, ça va aboutir. On ne peut pas tout de go dire qu'il faut que ça marche aujourd'hui, mais peu à peu, cette stratégie-là va porter ses fruits. Surtout que déjà, il y a certains qui ont accepté de déposer les armes. Ceux qui continuent d'utiliser les armes, forcément, on leur fera des propositions alléchantes. Parce que le coach l'a rappelé, tout se fait à base des intérêts. Si, dans les négociations, ces seigneurs de la guerre arrivent à trouver leur compte, à apprécier ce qu'on leur propose, je crois qu'ils n'ont aucun intérêt à continuer la guerre. Parce que vous continuez la guerre dans votre zone
zone. Tout investisseur ne viendra pas investir dans votre zone. Or, chacun a envie de voir sa zone être développée. Donc, il faut jouer sur cette fibre patriotique pour demander au Seigneur de la guerre que la guerre ne peut pas. Le Congo a tout pour être riche. Le Congo a tout pour être riche, mais malheureusement, le Congo n'est pas riche. Les Congolais sont riches, mais le Congo n'est pas riche. Personne n'a plus envie de venir investir parce qu'on va dire, je viens investir chez toi, dans quelques mois, la guerre va tout détruire. Donc, je crois que cette stratégie-là, avec le temps, va aboutir. On va constater à un Congo pacifié, un Congo où on pourrait accepter aller investir. Un Congo pacifié, c'est possible, Patrick Amon-Poyo? J'ai des doutes, vu les richesses qu'il y a dans le pays et comme vous le soulignez peut-être tout à l'heure, les intérêts. Oui, le problème c'est que vous voyez, les populations pensent que on doit dire tout le monde dégage et c'est ça la paix. Non, non, c'est pourquoi, M. Soudé l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas gérer le Congo sans les pays de la sous-région. C'est-à-dire que depuis la création de cette nation-là, il y a toujours eu les pays de la sous-région qui ont eu leur intérêt dans le pays. Alors, mettons tous les intérêts sur la table et discutons. Parce que dans la vie, il vaut mieux une mauvaise négociation qu'un bon procès. Il vaut mieux une mauvaise négociation qu'une bonne guerre. Donc, il est important, et c'est cette stratégie que Tshisekedi amène. C'est-à-dire, parlons avec tout le monde, ne soyons pas égoïstes dans ce que nous voulons, et discutons pour trouver des terrains d'entente. Je crois que c'est ça le plus important. Et dans ces conditions, on peut arriver à un Congo pacifié. Il y a plein de situations pires que ça dans d'autres contrées du monde où on a pu pacifier. On peut trouver un terrain d'entente. Il faut discuter, il faut dialoguer. Et à partir de cet instant, comme le dit Laurent Gbagbo, asseyons-nous, discutons. C'est très important. Et je crois que maintenant, il faut discuter en étant prêt à concéder des choses, parce qu'il y a des spécialistes de discuter sans rien donner. Je ne vais pas citer de pays, mais vous savez qu'il y a des spécialistes de discuter, mais à la fin, on ne donne rien. Et on dit discussion. Non. Je crois que le président Tshisekedi n'est pas en train d'avoir la main libre, comme on pouvait espérer, mais il est en train d'avoir une situation plus favorable pour le Congo, et c'est dans ça qu'on peut trouver la paix. Les gens ont des intérêts sur le terrain. Et tant qu'ils auront des intérêts, ils ne vont pas permettre qu'on puisse mettre la paix à tel ou tel endroit. Mais aujourd'hui, avec la collaboration mondiale, africaine et mondiale, que le président Tshisekedi met en place, que le président Kabila avait refusé, je crois qu'on peut arriver à trouver des compromis. Alors, c'est vrai qu'il y a un sentiment, on va dire un sentiment nationaliste extrêmement exacerbé au Congo. C'est peut-être lié aussi à l'histoire et à toutes ces personnes, ces grandes figures du Congo qui ont fini assassinées. Je pense notamment à Patrice Emery Lumumba. Est-ce que tout cela ne participe pas aussi de cette envie des Congolais de voir les gens dégagés? Parce que il y a des pays qui ont des intérêts au Congo depuis la nuit des temps. Le Rwanda en est. Un ambassadeur a même... On a tenté de faire expulser un ambassadeur. Il y a des zones en RDC où on parle la langue du Rwanda. Les gens estiment que ce sont des Rwandais qui les briment et qu'il faut que ces personnes-là quittent le Congo pour que les Congolais soient mieux dans leur pays. Non, ce n'est pas la meilleure politique. Si vous n'êtes pas en bon terme, vous dégagez les voisins. Vous pensez qu'il ne peut pas agresser votre pays de l'extérieur? Non. C'est un dialogue permanent. C'est une affaire d'intérêt. Vous ne pouvez pas demander aux gens de dégager sans rien leur proposer en retour. Mais les populations ont souffert de ces occupations-là. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'on peut diriger aujourd'hui le Congo sans avoir la paix avec les voisins? Parce que quand on dit dégage, c'est que c'est un mot très fort. Il faut négocier avec les gens. Il faut négocier. Parce que c'est quoi? La difficulté du Congo, c'est la richesse de son sous-sol. Tout le monde veut exploiter la richesse du sous-sol congolais. Donc, ne demandez pas aux gens du jour au lendemain de cesser d'exploiter cette richesse-là. Parce que c'est ça aussi. Quand si Tshisekedi veut demander à ces gens-là de partir, qu'est-ce qu'on leur propose en retour? Parce qu'il n'y a pas de négociation sans intérêt. Vous ne pouvez pas dire, partez de mon pays, non. Ils reviendront d'une autre façon, ou bien ils vont laisser cette zone et créer d'autres fronts. Donc je crois que les Congolais doivent être patients. On ne renvoie pas des gens comme ça. Vous savez, le kabylisme, c'est 18 ans. Et puis, il y a eu beaucoup de choses. Donc on va aller doucement. Je demanderai aux Congolais
d'aller doucement. C'est vrai que ça va partir, mais qu'on accorde quand même une certaine confiance au président. Parce que s'il a mis en place cette stratégie, c'est pour aller pas à pas. On ne peut pas régler tous les problèmes d'un seul instant. C'est vrai que, bon, le voisin aussi parfois exagère, mais il faut savoir lui dire. Tout le monde sait que le Rwanda, c'est un pays de la guerre. Les gens aiment la guerre. Donc, il faut savoir négocier avec ces gens-là en tenant compte des intérêts des uns et des autres. Que ce soit des intérêts des populations, mais que ce soit des intérêts de ceux qui exploitent. On a toujours dit même que les films internationaux, parfois, n'ont pas intérêt à ce qui est la paix. Il y a la paix parce qu'eux, ils se font du beurre quand il y a la guerre. Donc, il faut aller doucement, il faut utiliser toutes les bonnes stratégies et donner le temps au temps pour qu'on aille vers un pays pacifié. Parce que c'est important pour les Congolais. On ne peut pas être riche et ne pas être développé. C'est une aberration. On ne peut pas être riche et ne pas être développé. Et on est riche, on rend les autres riches, mais les autres, en retour, nous font des misères. Que faut-il faire pour que désormais, que ce soit les Congolais, que ce soit les voisins, que chacun y trouve son compte? Je vais dire, la transition est toute trouvée. On est riche pendant que celui qui détient la richesse est extrêmement pauvre. On voit des enfants dans des mines pendant que les grandes firmes exhibent de très jolis smartphones à la mode. Patrick Armand-Pouillon, est-ce qu'on peut résoudre on va dire, ce problème-là quand on sait qu'en temps de guerre, il y a des gens qui vendent des armes, il y a des gens qui en achètent? Est-ce que ce n'est pas un vain mot que de penser que c'est possible d'avoir la paix au Congo? Il faut des Congolais pour utiliser ces armes contre des Congolais. Ça veut dire que si les Congolais s'entendent, personne ne va les exploiter pour vendre des armes. Vous prenez au Burkina, il y a eu un moment où il y avait des échauffourées. Et en ce moment, le ministre des Affaires étrangères de la France, Alain Juppé, commençait par s'intéresser à la question. Les Burkinabés sont allés à un dialogue national et à la fin du dialogue, les Français ne peuvent plus avoir rien à dire dans cette affaire-là. Je crois que si les Congolais trouvent la paix à l'intérieur, il n'y a pas de raison que l'on puisse ne pas faire la paix. Ça dépend des Congolais et pas les autres. Vous savez, beaucoup d'Africains aiment se disculper en mettant tout sur le dos des autres. Je vous donne un exemple très simple. Oui, Tshisekedi va avoir la majorité. S'il utilise cette majorité contre Kabila, il crée encore une fissure que les autres puissances peuvent utiliser encore pour l'affronter. Il faut, tout en affaiblissant le kabylisme, il faut toujours honorer l'ancien président pour éviter que nous puissions avoir un ancien président qui a le dos au mur et qui, dans ces conditions, n'a plus rien à perdre. Et vous voyez ce qui se passe en Centrafrique. On a empêché Bozizé d'être candidat aux élections présidentielles. Au lieu de le laisser venir le battre dans les urnes, on l'a empêché. Et vous avez vu, ancien seigneur de la guerre, ancien chef d'état-major et tout, il a rapidement parlé aux rebelles et vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, c'est pour dire que véritablement, il est important que les peuples laissent les gouvernants qu'ils ont choisis diriger. Il n'est pas normal que nous soyons des dirigeants et que ce soit le peuple qui décide. Le peuple n'a pas les informations que les dirigeants ont. Nelson Mandela allait dire, vous m'avez choisi comme leader, laissez-moi vous diriger. Je crois que nous devons comprendre que tout n'est pas facile lorsqu'on a accès à un certain nombre d'informations. Vous prenez par exemple le Mali. Le peuple voudrait qu'on dégage le CMA de Kidal, mais ils constatent tous les jours que la zone contrôlée, Kidal, contrôlée par CMA, une grande zone, n'a pas d'attentat terroriste. La population vague à ses occupations. Alors que la zone qu'on a laissée au gouvernement, c'est des attaques en pagaille. Donc vous voyez, tant que nous avons des gens qui raisonnent en termes de souveraineté à tout prix, souveraineté même si tout le monde est mort, souveraineté même si tout le monde est réfugié, il faut laisser ceux qui ont accès à l'information d'État décider ce qui est bon pour la nation. Vous prenez par exemple le Bénin. Lorsque le président Talon est allé au Nigeria, tout le monde pense que c'est pour parler frontières. Non, c'est pour parler prochaine élection présidentielle. Vous êtes comme ça. Il n'y a pas de... La politique de bon voisinage est très importante pour qu'on ait la paix. Maintenant, si vous dites, je n'ai pas besoin de l'autre, je veux ceci, et tout ça là, ils n'ont qu'à aller se faire foutre, ils vont vous montrer qu'eux aussi peuvent vous nuire.
La capacité de nuisance des autres est telle qu'il vaut mieux discuter et dialoguer avec eux. Vous prenez le Rwanda. Le chef d'État rwandais a été chef d'État-major de l'armée de la plupart des pays de l'Afrique, de cette zone-là. Il a été chef d'État-major de l'armée ougandaise. Il a été chef d'État-major de peut-être même du Congo, je ne sais pas. Il a été partout, dans toutes les armées de la sous-région. C'est un homme de guerre. Ne le provoquez pas, ne le cherchez pas. L'Angola, 27 ans de guerre civile. Ne le provoquez pas. Sinon, il faut vous démontrer que lorsqu'ils rentrent dans la course, l'Issouba peut fuir. Donc, bref, c'est pour dire qu'il y a trop d'enjeux. Et les peuples africains doivent être éduqués à cela et laisser les dirigeants qui ont des informations d'État décider ce qui est bon pour le pays. Alors, Alphonse Moïse Soudé, à la recherche donc d'une nouvelle majorité, le président congolais a enregistré aujourd'hui l'adhésion de plus de 300 députés sur les 500 que compte l'Assemblée. Est-ce déjà normal qu'il y ait toute cette adhésion-là? Le camp Kabila aujourd'hui dénonce un achat massif de voix et une corruption généralisée. C'est pas forcément un achat, hein. Chacun y va pour sa propre sécurité. Chacun y va pour éviter des procès. Parce que quand vous n'êtes pas avec moi en Afrique, avec les dirigeants africains, quand vous n'êtes pas avec moi, c'est que vous êtes forcément contre moi. Donc je peux en profiter pour vous régler les comptes. Je l'ai dit tout à l'heure, les gens parlent de FCC cash bis, c'est-à-dire que ceux qui quittent là-bas, c'est que forcément, ils cherchent une certaine sécurité, ils ne veulent pas être poursuivis, ils veulent être en paix, ils veulent faire la volonté de Tshisekedi jusqu'à ce qu'eux, ils ne soient pas jetés en prison. Ceux qui vont peut-être ne vont pas venir vont avoir des problèmes. Mais il va falloir que Tshisekedi fasse attention. Parce que la facilité avec laquelle les gens viennent chez lui peut être aussi avec la même facilité qu'on va le trahir. Donc on vient pas pour les beaux yeux de Kabila, de Tshisekedi, on ne vient pas pour l'aider à développer sa politique, mais on vient trouver un parapluie, on vient se mettre à l'abri du danger. C'est ce qui se passe dans la plupart des pays africains. Un président vient au pouvoir, à peine il a 10 députés, et vous constatez que quelques 3 mois, 4 mois, 6 mois après, tout le Parlement dit qu'on est acquis à la cause du chef. Non, c'est pas pour aider le chef, mais c'est pour te protéger des dangers à venir. Alors, Patrick Abampoyon, des ténors donc, du FCC ont rejoint la nouvelle majorité. On sait qu'il y en avait plusieurs. Aujourd'hui, il y a aussi Lambert Mende. C'est quand même assez gros. On parle de l'ancien ministre, super ministre, porte-parole du gouvernement Kabila pour les dernières années. Vous lui avez demandé de porter la parole de Kabila. Il a porté la parole de Kabila. Maintenant, il n'est plus porte-parole de Kabila. Mais c'est clair. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut encore qu'on fasse de la pédagogie pour que le peuple africain comprenne. Lorsqu'on rentre en politique, c'est pour conquérir et exercer le pouvoir d'État. Ce n'est pas pour se faire des amis. Hein. On ne va pas en politique pour se faire des amis. On va en politique pour conquérir et exercer le pouvoir d'État. Si c'est en État avec Jean que je peux conquérir le pouvoir d'État, je reste avec Jean. Si c'est en État avec Pierre que je peux conquérir le pouvoir d'État, je reste avec Pierre. Je suis venu en politique pour conquérir le pouvoir d'État. Ce n'est pas pour des fidélités en amitié, ça n'existe pas en politique. Je vous donne un exemple très simple. Au Bénin, l'ancien président Sourou Miga Akwiti avait pour ennemi politique juré le président Aromandégué. Mais est-ce que vous savez qui a été le médecin personnel toute la vie du président Sourou Miga Akwiti? Son médecin personnel, c'est le président Aromandégué. Et quand ses collaborateurs lui disent « Mais le gars te trahit tout le temps à l'Assemblée nationale et tu lui laisses sa santé », il dit « Il a prêté serment pour veiller sur ma santé. J'ai confiance en lui. » Mais il a aussi prêté serment pour défendre les intérêts de son parti. Et les intérêts de son parti, à des moments donnés, voudraient qu'il vote contre moi. C'est cette mauvaise éducation politique qui fait que dès que quelqu'un dit « Je ne suis plus avec telle personne », on dit « Il a trahi. Il a changé de veste. » Quelle veste? Quelle veste on lui avait donné? Il a choisi de aller quelque part. À un moment donné, ce n'est plus dans l'intérêt de son parti d'aller dans ce sens-là. Je vous ai dit tout à l'heure que vous ne pouvez pas dire que Tshisekedi va défendre l'intérêt du peuple et abandonner l'intérêt de son parti. Non, c'est peuple, oui, mais aussi intérêt de son parti parce qu'il a prêté serment en tant que président du parti pour conquérir et exercer au nom du parti le pouvoir d'État. Donc, cessons de nous leurrer, il faut aller là-bas. Maintenant, le président Tshisekedi n'a pas besoin de faire attention. Il sait très bien qu'en politique, on est là
parce qu'on y trouve des comptes. Et ce n'est pas seulement en politique. Monsieur Johannes, dites-moi, est-ce que vous accepterez d'être l'ami de quelqu'un qui ne vous considère pas, qui vous méprise, qui ne vous respecte pas? De la même manière en politique, quelqu'un qui ne pense pas à moi et qui ne pense qu'à lui, je l'abandonne. Donc c'est de ça il s'agit. Il n'y a pas de trahison. Je trouve qu'il me considère, il me valorise, il me donne de l'importance, je suis avec lui. Je prends l'exemple du Bénin. Vous savez très bien que l'actuel président des démocrates a juré de ne jamais faire quoi que ce soit avec le président Yahi Boni. Aujourd'hui, il est le président du parti de Yahi Boni. Mais est-ce qu'on va appeler ça traîtrise? Non. Les circonstances sont arrivées là. Et en politique, on ne dit jamais, jamais. Donc, ce qui se passe au Congo est tout à fait normal. Le vent a tourné et il faut être bête pour rester dans le sens de la tempête. Quand il y a tempête, ça se cherche. Et donc, il y a tempête au Congo, tout le monde se cherche. Mais aujourd'hui, il y en a quelqu'un qui est un peu coincé dans la tempête. C'est le président honoraire Joseph Kabila Kabange qui a rejoint le Lubumbashi où il a pris ses quartiers. Non, vous savez, le coach l'a dit quelque chose de très important. Tu sais qu'il dit doit le traiter comme un ancien président. Tu sais qu'il dit doit le traiter comme un ancien président parce que s'il ne le traite pas comme ça et que l'autre se voit dos au mur, il pourrait devenir un adversaire redoutable. C'est un ancien président. Et puis un ancien président mérite des honneurs. Donc ce qui lui revient de droit, il faut le lui donner. Vous savez, en Afrique, on ne fait pas la politique pour les beaux yeux de quelqu'un. On pense d'abord à soi. Quand Johannes sera président de la République, moi, Alphonse Moïse Soudé, quand je travaille avec Johannes, est-ce que c'est pour les beaux yeux de Johannes? Non. D'abord, je dois me construire socialement. Donc, on va pas là-bas pour les affaires de petits copains. Donc, en Afrique, c'est comme ça. Tout ce qui c'est pas fini, hein, d'autres gros morceaux viendront. Parce que quand on va rebattre les cartes et qu'on va vouloir faire une nouvelle distribution des cartes, il faut que chacun trouve son compte. Donc, on dit il faut vite arriver, il ne faut pas être ouvrier de la 25e heure. Donc, c'est comme ça. Mais Kabila, lui, je crois que tu sais qu'il est suffisamment intelligent pour ne pas lui créer trop de problèmes. Pour ne pas perturber ce qui se passe, il est retourné chez lui, il est retourné dans sa ferme, il se lance dans l'agriculture. Donc, aujourd'hui, il a pris du recul par rapport à la chose politique, mais il revient au gouvernement, tu sais, qui dit de lui donner tous les avantages qui lui reviennent de droit. Parce que la politique en Afrique, c'est clair, les gens parlent de « il m'a trahi, il m'a quitté ». Non, quand vous n'avez plus rien à offrir à un homme politique, pourquoi il va rester avec vous? Il va vers celui qui lui garantit l'avenir. Tous ceux qui sont revenus dans l'Union sacrée, ils savent que certainement qu'à la prochaine élection législative, il faut qu'ils soient là pour être positionnés en bonne place pour renouveler leur mandat. Donc, chacun vient pour garantir ses intérêts. Tout en aidant le président à assurer un bon mandat, mais on se garantit aussi un avenir. Donc, il n'y a pas question de dire non, Kabila est fini. Ils n'ont plus rien à gagner avec Kabila. Maintenant, le maître du jeu, c'est Tshisekedi. Il faut aller vers Tshisekedi, il faut offrir ses services. Parce que tous ceux-là, avec Kabila, ils ont partagé des expériences. Certainement qu'on pourrait profiter de leur expérience pour mieux construire le pays. Alors, Patrick Amampoyo, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, chargé par le président Tshisekedi de trouver une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, a reçu plusieurs groupes. Son calendrier est quand même un peu perturbé, notamment par le MLC de Jean-Pierre Bemba et Ensemble de Moïse Katumbi, qui tarde donc à se prononcer officiellement. On a l'impression que ces deux ténors politiques-là ont, pourquoi pas, des reproches à faire à cette nouvelle coalition-là. D'abord, je vous ai dit ceci. L'informateur doit rencontrer le président Kabila aussi. L'informateur doit rencontrer le président Kabila aussi. Parce que lui aussi veut vouloir rester dans cette coalition. Donc, il ne faut pas l'écarter. Il faut discuter avec lui. Il faut l'amener à se rendre compte que ce n'est pas parce qu'on a perdu la majorité qu'on ne doit pas sauvegarder la minorité. Ça, c'est un. La deuxième chose, lorsque vous prenez Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, ils ont traîné les pas. Mais, aux dernières nouvelles, ils ont rejoint la coalition. Je vais vous expliquer. Ils veulent aller à la coalition. Mais, à l'allure où ça évolue, ça risque de leur donner la portion congrue. Parce qu'ils sont venus pour sauver la maison. Maintenant, les attaquants de la maison sont devenus les défenseurs de la maison. Donc, s'ils n'élèvent pas la voix, s'ils ne font pas un peu le malin,
on risque de leur donner la portion congrue. En un mot, tout est question d'intérêt. Tout est question d'intérêt. Et leur comportement peut aider aussi le président Tshisekedi. Parce que l'informateur qui n'est pas du camp Bemba, qui n'est pas du camp Katumbi, qui est du camp du président Kabila, peut vouloir faire la part belle aux gens venus du même camp que lui. En insistant comme ça, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi donnent à Tshisekedi la possibilité de dire attention, sans eux, on n'aurait pas eu cette situation-là. Mais le président Tshisekedi sait que la caution du peuple, la caution morale du peuple congolais ne peut venir que si que certains prétendent qu'ils ont gagné le pouvoir et qu'on les a arrachés, si ceux-là sont dedans. Donc je crois qu'on doit faire la part belle à Moïse Katumbi, la part belle à Jean-Pierre Bemba, et maintenant ne pas écarter les autres, ne pas oublier les autres. Si on fait ça, c'est le Congo qui va gagner. Alors, Katumbi et Bemba, si d'aventure ils venaient à sortir de cette union sacrée-là, est-ce que cela pourrait avoir une incidence? Ils n'ont pas intérêt à sortir de cette union sacrée parce qu'ils veulent travailler avec le président Tshisekedi. C'est vrai qu'ils ont des griefs avec les Kabylistes, ceux qui leur ont créé toutes les difficultés. Mais ce n'est pas Kabila qui est au pouvoir. C'est Tshisekedi qui veut travailler avec toutes les forces. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans le partage du gâteau, ils n'auront pas les Kabila, et Bemba et Katumbi n'auront pas les mêmes pas que les autres. Mais il ne peut pas dire ça, ça va faire de l'orgueil. Et que ça se passe comme ça, vous fragilisez Tshisekedi. Lui, il a besoin de tout le monde pour construire le Congo. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'ils peuvent attirer l'attention du président sur un certain nombre de revirements qui pourraient intervenir, mais ils ne peuvent pas sortir de cette coalition parce qu'ils ont été déjà reçus. Tout le monde sait que entre Kabila et ces deux-là, ce n'était pas la lune de miel. Donc aujourd'hui, le président a besoin de toutes les compétences. Que vous soyez pro-Kabila, pro-Bemba, tout le monde doit se mettre ensemble. Mais cela ne veut pas dire que des gens vont s'imposer. On n'a pas à s'imposer, on a besoin d'utiliser les compétences des autres, des uns et des autres, pour que le pays aille de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais sont fatigués. Le Congo est riche, mais le Congo a tout le temps des difficultés. Les Congolais détruisent le Congo. Donc on ne peut pas construire le Congo sans les Congolais. Nul ne sera de trop. Que ce soit Kabila, Bemba, Katumbi, Tshisekedi et les autres. On a besoin de toutes ces forces-là pour que le Congo, comme un seul homme, se mette debout et évolue dans la sous-région. Avec autant donc de caciques du camp Kabila dans cette coalition-là, est-ce que l'union sacrée, Moïse Soudé en parlait tout à l'heure, est-ce que l'union sacrée n'est pas FCC Cash bis, Patrick Aropoyon? Même FCC était un problème. Kabila a tout pris, il n'a rien donné à ses partenaires. Il a tout pris. Tout ce qu'il avait à prendre comme poste, il a tout pris. Pour son seul parti, pas pour FCC. Donc il n'y avait pas FCC. Il n'y avait pas FCC, c'est des histoires. Donc tous ces jeux de mots-là, oublions ça. La danse a changé. Donc il faut rentrer dans la nouvelle danse. La danse a changé, il faut rentrer dans la nouvelle danse. Je crois que c'est cette équation que nous avons désormais dans le pays. Maintenant, vous savez, par rapport à Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba qui ne voudraient pas travailler avec les autres, en réalité, vous savez, cette affaire de travailler avec là, c'est des histoires. Hein. Chacun travaille avec le président et puis c'est tout. Je suis ministre des Finances, je réponds au Premier ministre et au président, point. Il peut y avoir un autre ministre du gouvernement et moi qui ne partageons pas la même vision politique. Mais moi, je fais bien mon travail en tant que ministre des Finances. Je rencontre le président, je rencontre le Premier ministre. Je n'ai pas besoin de Macron, c'est-à-dire l'autre gars là. Maintenant, vous savez, l'erreur à ne pas faire dans cette situation, c'est l'erreur de Kabila, qui a tout pris pour lui et rien pour ses partenaires. Parce qu'on dit aujourd'hui que ses partenaires sont en train de le trahir. Mais c'est lui qui a trahi le premier. Lorsque son seul parti a tout raflé, Assemblée nationale, gouvernement, tout, gouverneur, tout, il n'a rien partagé avec les autres. Et je crois que la force du président Tshisekedi, c'est cette capacité qu'il a d'associer tout le monde et de faire en sorte que chacun tourne son compte. Si chacun tourne son compte, on est parti pour longtemps. N'oubliez pas que dans 3 ans, nous avons une élection présidentielle.
Tout le monde dit les pro-Kabila peuvent trahir, mais les Bemba et Katumbi aussi peuvent trahir, puisqu'ils ont envie aussi d'aller aux élections présidentielles. Donc, en politique, là, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis. Si vous arrivez à mettre les gens à l'aise pour qu'ils aient du plaisir à travailler avec vous, ils vont travailler avec vous. Dans le cas contraire, ils vont vous abandonner. Et ça ne s'appelle pas trahison, ça s'appelle continuer ce combat politique pour conquérir le pouvoir d'État. Voilà, alors, on va dire, les pro-Kabila attendaient peut-être un arbitrage qui viendrait de la Cour constitutionnelle pour les renforcer. C'est un arbitrage qui leur a apporté encore une estocade. Les juges ont mis donc fin au principe du mandat impératif des députés, un mandat qui empêchait donc les parlementaires de quitter leur parti au risque de perdre leur fauteuil. Clairement, aujourd'hui, les juges constitutionnels sont en train de donner caution, on va dire, à la transhumance politique au sein du Parlement aujourd'hui. Oui, je crois que les députés doivent s'en réjouir. Sinon, quel intérêt ils ont? Si on n'avait pas cassé ce principe-là, quel intérêt ils ont à rester là-bas? Au pire des cas, si le président se voit... Ça favorise le business, donc? Oui, non, si à un moment donné, si on n'avait pas cassé cette possibilité-là, c'est que la loi donne la chance au président de dissoudre l'Assemblée nationale. Il faut reprendre. Encore qu'on dit que on n'a pas encore les vrais résultats des élections présidentielles et législatives de décembre de 2018. Donc aujourd'hui, c'est une possibilité qu'on offre aux députés. Vous n'êtes pas obligé d'aller là-bas. Le coach l'a rappelé, chacun sait quel intérêt il défend. Et les gens ont dit, notre intérêt aujourd'hui se trouve là-bas. La Cour a juste facilité les choses, parce que le président a besoin d'une nouvelle majorité. Donc la Cour donne la possibilité aux gens d'aller vers Tshisekedi, si tant est que chacun d'eux est prêt à contribuer, à travailler avec le président, pas avec chacun apporte sa contribution, que ce soit financière ou intellectuelle, à la réussite du mandat du président. Donc la Cour a ouvert le boulevard. Donc il n'y a plus raison aujourd'hui que les gens disent, bon, on va rester là. Je crois que c'est la meilleure façon pour chacun de contribuer au pays. On ne dira pas après que nous avions envie de travailler avec vous, nous avions envie de contribuer au pays, mais la loi ne nous permettait pas d'aller vers vous. Donc aujourd'hui, la loi donne la possibilité à chacun de choisir. On ne vous obligerait pas à aller là-bas, mais vous aussi, vous allez voir, en fonction des intérêts en jeu, en fonction de votre avenir politique, est-ce qu'il faut toujours s'accrocher à Kabila? Le kabylisme est en train d'être enterré. Donc chacun choisit son camp en fonction de ses intérêts et en fonction de ses ambitions politiques. Alors, la dynamique de l'opposition de Martin Fayulu s'est retirée du groupe parlementaire MLC-ADN, donc puisque le MLC de Jean-Pierre Bemba est entré ou est en train d'aller à cette coalition-là. Un commentaire sur la posture de Martin Fayulu qui reste ferme et qui estime que le contentieux électoral de 2018-2019 n'est pas vidé et donc qu'il continue de réclamer la victoire de cette élection-là. Il a choisi le suicide politique comme beaucoup de politiciens n'ayant pas compris ce qu'est la politique, choisissent le suicide politique. Le président élu n'est pas le président qui a gagné dans les urnes. Ça, il faut expliquer ça aux Africains. Le président élu n'est pas le président qui a gagné dans les urnes. Il faut expliquer ça aux Africains. Vous voyez, même aux États-Unis, un grand pays de démocratie, il y a environ 7 à 8 niveaux de certification. Si ça bloque à un de ces niveaux, tu n'es plus président. Autrement dit, on dit les grands électeurs qu'on élise même là, peuvent eux-mêmes décider de ne pas voter pour celui que le peuple a choisi. C'est la démocratie. Le problème, c'est que nous pensons qu'il faut être le premier dans les urnes et ça suffit. Non. Si tu es, permettez du peu, excusez l'expression, si tu es bête au point de penser ça, tu ne mérites pas d'être président. Pour être président, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Vous prenez, j'ai donné tout à l'heure l'exemple du Bénin. Il y a un candidat, le président de la République, a commencé la tournée des chefs d'État de la sous-région pour les rassurer quant à sa prochaine réélection. L'opposition est à Cotonou, ne veut pas voir les chefs de l'État. Comment voulez-vous que les chefs d'État de la sous-région aident quelqu'un à gagner le pouvoir quand il ne vient même pas lui donner la garantie que sa gestion à lui ne va pas perturber son pays à lui? Donc vous comprenez, il y a beaucoup d'amateurisme. Je vais vous donner un exemple. J'ai rencontré un homme politique dans la sous-région. Il est opposant. Et j'ai discuté avec lui, il voulait que je sois son coach pour aller aux élections présidentielles. Et je lui ai demandé un certain nombre de choses. Il n'avait pas.
J'ai dit, mon frère, laisse tomber ça et rentre dans une coalition. Parce que là, tu vas te ruiner à chaque élection. Il m'a dit, c'est vrai, hein, les militants demandent à un candidat, mais ils ne cotisent pas. Aujourd'hui, il est dans une coalition. Sa situation sociale, comme M. Soudé l'a dit, s'améliore tous les jours. Un jour, il peut aspirer au pouvoir d'État avec les moyens, mais il n'en avait pas. Comment on peut aller à une élection présidentielle avec 30 millions, avec 50 millions, pour gagner quoi? Donc bref, il faut que nous comprenions. Martin Fayulu, s'il continue comme ça, il est en train de s'isoler totalement. Il faut qu'il comprenne. La danse a changé. Il faut rentrer dans la danse pour pouvoir conquérir après le pouvoir d'État. Encore que, n'eût été les conditions créées par Kabila, lui ne serait jamais élu président. Puisque si Jean-Pierre Bemba était autorisé, Moïse Katumbi était autorisé, lui ne serait jamais président. Donc il faut qu'il se calme. En tout cas, avec tout le respect dû à son rang, il faut qu'il se calme, qu'il comprenne que la roue a changé. Je ne vois aucune structure au Congo qui va soutenir encore une contestation de l'élection du président Tshisekedi après ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Congo. Et quelque part, Martin Fayulu est dans son droit de vouloir faire une opposition ferme. De vouloir faire une opposition ferme, Patrick Aman-Poyon. De vouloir faire une opposition ferme à la gouvernance du président Tshisekedi, puisqu'il avait dit... Mais dans ce cas, il est obligé de faire une opposition avec Kabila. Parce qu'il n'y a pas d'autre opposition. Hein. Si Kabila va dans l'opposition, il reste dans l'opposition, ça veut dire qu'il est allié de Kabila. Si c'est ça, il veut jouer, qu'il continue. Moïse Soudé, votre lecture. On ne fait pas de l'opposition pour faire de l'opposition. Il y a une démonstration claire que le coach a, et je suis d'accord avec lui. Je suis président de la République. Il faut que je sois en bon terme avec mes voisins. Parce que mon opposant, celui qui veut aller à l'élection présidentielle avec moi, peut être soutenu par les voisins. Parce que quand vous êtes au pouvoir, vous ne donnez pas la garantie à vos voisins que les intérêts seront à l'abri et que vous n'allez pas les perturber. Ils peuvent susciter un autre. Est-ce que Fayulu aujourd'hui ne fait pas le poids? Je crois qu'il faut que les gens comprennent. On ne fait pas de l'opposition pour faire de... Il a quel moyen pour faire de l'opposition? Il a quel moyen? Parce que vous voulez faire de l'opposition à quelqu'un comme Tshisekedi aujourd'hui, soutenu pratiquement par tous les Congolais, parce qu'on en finit avec le kabylisme. S'il veut faire de l'opposition, où il s'associe directement avec qu'on appelle avec Kabila, où il va se faire brûler tranquillement. Parce que l'opposition aussi, c'est ça. C'est être en bon terme, c'est aller vers les voisins. Est-ce qu'il a derrière lui un seul président des pays limitrophes pour dire Fayulu, on te soutient, tu pourras combattre Tshisekedi. Et qu'est-ce qu'il a à proposer? Donc je crois qu'il n'a qu'à entrer dans la danse, qu'il vienne, il peut faire partie de la coalition et de l'intérieur préparer son avenir politique. Parce que vous pouvez travailler avec quelqu'un et vu la garantie que vous lui donnez, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui va remplacer Tshisekedi quand il va quitter le pouvoir, parce que lui, il aspire à un second mandat. Donc il faut que dans son équipe, dans son entourage, dans son union sacrée, qu'il puisse arriver à trouver quelqu'un, préparer quelqu'un pour sa succession. S'il ne trouve pas cela avec lui et que Fayulu va faire tout le temps de l'opposition, il ne trouvera rien. Patrick Aman-Poyon, mot de fin? C'est dit que le Congo a de beaux jours devant lui. Je voudrais que ce soit le cas de tous nos pays d'Afrique. 2021 offre à chacun une opportunité. Saisissons-la, discutons, dialoguons et construisons nos pays. Voilà, vous êtes Patrick Aman-Poyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous aujourd'hui, Alphonse Moïse Soudé, journaliste, analyste politique. Merci de nous avoir suivis sur cette émission bilan des 2 premières années de gouvernance du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en RD Congo. À très bientôt pour notre numéro de votre émission.